suis vraiment très heureuse de participer à cette journée. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur les raisons voilà, de ce vécu. Voilà, je l'ai déjà dit, mais je voulais le rappeler néanmoins. Alors, ma contribution, elle va rendre hommage à une discipline qui a vraiment joué un rôle majeur dans ma vie, c'est-à-dire la philosophie. Cette discipline, elle m'a permis non seulement de surmonter des épreuves existentielles, mais aussi de construire certaines dimensions de ma posture d'enseignante. Et c'est autour de cela que j'aimerais justement réfléchir sur cette dimension de la figure inspirante. Alors, je commencerai par une petite méditation sur ce que cette figure inspirante peut évoquer pour moi, du point de vue d'un travail de conceptualisation problématique, je dirais. En fait, il me semble qu'une figure inspirante fait bien davantage qu'influencer le cours d'une existence ou le cheminement d'une pensée par sa puissance d'entraînement, de mobilisation psychique et de mise en activité. La figure inspirante touche l'être dans sa totalité, ne laissant indifférent ni le corps dont elle renforce l'élan vital, ni la volonté qu'elle exalte, ni l'esprit dont elle dynamise la créativité. La figure inspirante contient même un potentiel singulier. Elle peut nous envahir à la manière de l'enthousiasme qui, selon l'étymologie grecque, évoque la possession par un dieu. La notion d'inspiration renvoie d'ailleurs au souffle divin. Seul un dieu a la capacité d'animer un être, de lui communiquer le souffle qui le fait naître à la vie. Dans cette mesure, il faut reconnaître à l'inspiration, d'où qu'elle procède, une part de sacré qui conduit parfois à s'incliner devant elle, face à son mystère, dans une sorte de renoncement à sa propre puissance et à sa souveraineté. La figure inspirante peut en effet se dévoyer et produire une forme d'aliénation, qu'elle devienne un idéal inaccessible ou qu'elle suscite le culte d'un modèle, voire d'une idole. Comment penser alors la force éducative d'une figure inspirante en évitant à la fois l'écueil de la fascination qu'elle risque toujours d'engendrer et sa réduction à une simple influence qui la priverait de sa puissance particulière? C'est du côté de la philosophie antique que nous chercherons le chemin pour penser autant que faire se peut le pouvoir de la figure inspirante qui relève d'une forme d'énigme dont témoignent les liens que l'inspiration entretient avec le religieux et la mystique, c'est-à-dire avec la transcendance. Nous nous intéresserons en particulier à la façon dont saint Augustin théorise l'enseignement, une des dimensions majeures du travail éducatif, en analysant la figure du maître, source d'inspiration. L'approche de saint Augustin permet de comprendre la dimension nécessairement paradoxale de la figure inspirante, entre puissance et impuissance, rencontre de l'autre et retour à soi. Alors, pour vous permettre de comprendre un peu mieux les enjeux de la réflexion de saint Augustin, je voudrais finalement présenter un peu ses ancrages et puis finalement les conditions d'existence qui ont pu l'amener à réfléchir d'une manière très approfondie sur cette question de la relation pédagogique. On sait que la question de l'apprentissage a mobilisé la pensée antique, qui s'est souvent appuyée sur des dialogues à visée pédagogique pour exposer son corpus théorique. Mais les philosophes de l'Antiquité, et au premier chef Socrate par l'entremise de Platon, ont aussi beaucoup réfléchi sur les apories qui concluent bien souvent l'analyse de l'apprentissage. Une des voies de dégagement explorées consiste paradoxalement à assumer l'impossibilité de la transmission par le maître et donc de la réception du savoir par l'élève, au profit de théories comme celle de la réminiscence développée par Platon, qui affirme qu'apprendre, c'est se ressouvenir, déniant à la relation pédagogique tout rôle essentiel. Saint Augustin s'inscrit dans cette tradition, dans un dialogue qui va être au cœur de notre réflexion. Son titre latin est De Magistro, dont la traduction française est du maître. Ce dialogue réunit et unit un père, saint Augustin, et son fils, Adéodat, dans la complicité de l'échange autour d'une réflexion sur le maître, sur ce qu'il est et comment il agit dans la relation éducative. Ce dialogue constitue une sorte de mise en abîme qui n'est d'ailleurs pas dénuée d'ironie. En effet, ce dialogue censé permettre un apprentissage par l'échange avec un maître se donne comme objet le maître lui-même pour montrer son impuissance à transmettre. C'est par ailleurs à partir d'une réflexion critique sur la communication, condition du dialogue, que saint Augustin construit son argumentation.
Les commentaires même de saint Augustin sur ce dialogue dans les Confessions renforcent cette dimension ironique. Son fils Adéodat, dans sa 16e année, serait à l'origine des idées exposées dans le De Magistro. L'élève serait donc le maître et n'aurait donc rien à en apprendre. Si saint Augustin est marqué théoriquement par les grands courants de pensée de l'Antiquité, il est aussi imprégné par une culture qui a constitué les fondements de son éducation, avec la fréquentation des grands classiques latins, que sont Virgile et Cicéron par exemple, et la pratique de l'art oratoire. Il a fait ensuite l'expérience directe de l'enseignement puisqu'il est devenu professeur de rhétorique dans plusieurs villes de l'Empire romain. Après sa conversion au christianisme, ses responsabilités ecclésiastiques au sein d'une église secouée par de nombreuses dissensions l'ont conduit à la pratique régulière du prêche, certes, mais aussi à la confrontation avec les polémiques religieuses qui ont nécessairement alimenté sa réflexion sur le statut du discours et de la conviction. C'est à partir d'une réflexion sur le statut du signe que saint Augustin construit l'analyse critique de la figure du maître, qui est envisagé moins comme un professeur que comme un enseignant. Professeur signifie étymologiquement celui qui se déclare expert dans un art ou une science. C'est dans cette mesure qu'on peut le déclarer maître, porteur d'une maîtrise dans un domaine qui lui confère la légitimité et le droit d'instruire, c'est-à-dire d'enrichir et de former l'esprit. Être professeur constitue une charge ambitieuse qui témoigne d'un savoir-pouvoir sur la jeunesse, dont la vocation de l'esprit serait d'être réveillé par un souffle démiurgique, réduit alors à une sorte de table rase, attendant d'être informé et formé. En revanche, saint Augustin propose une approche moins ambitieuse, plus humble de l'activité du pédagogue, en promouvant une représentation minimaliste, mais dotée, comme nous le verrons par la suite, d'un pouvoir heuristique, celle de l'enseignant. La signification étymologique de ce terme témoigne du lien étroit qui l'unit à la notion de signe. Enseigner veut dire montrer, faire connaître par des signes. L'enseignant est celui dont la maîtrise se résume fondamentalement à l'art d'user des signes dans son activité éducative. Sainte-Beuve, dans ses causeries du lundi, considère d'ailleurs l'enseignant comme celui qui est né avec le signe au front, et non pas comme porteur d'une connaissance infuse dans son fort intérieur. Dans la figure de l'enseignant, l'accent n'est pas mis sur le fond, c'est-à-dire sur le savoir qu'il conviendrait de transmettre, mais sur la forme qui structure la communication inhérente à l'activité pédagogique. Qu'en est-il alors du signe et de sa fonction dans la relation pédagogique? Le statut du signe est justement ce à partir de quoi saint Augustin construit son argumentation aporétique dans le dialogue. Alors, il ne pose pas directement la question de ce que signifient les signes et de ce qu'ils montrent. Il commence par conduire Adéodat à découvrir qu'on ne peut rien montrer sans signe. Il établit ensuite que les signes désignent des représentations générales et non pas des choses singulières et concrètes. La question se pose alors de l'origine de ces représentations. Sont-elles données par les choses mêmes auxquelles elles correspondent ou grâce aux signes, c'est-à-dire par l'enseignement du maître, ou ont-elles encore une autre source? Saint Augustin y répond en montrant que ce n'est jamais par les mots que notre connaissance progresse. L'analyse du signe dans la connaissance des choses matérielles nous apprend que les mots n'ont de sens pour nous que si nous connaissons par avance les choses qui leur correspondent. C'est dans cette correspondance que réside d'ailleurs l'apprentissage de la parole. Ce qui est vrai de l'apprentissage de la parole est vrai de son usage en général. Les mots ne nous apprennent rien en eux-mêmes. Ils ne sont que des signaux permettant à ceux qui connaissent... Les mots ne nous apprennent rien en eux-mêmes. Ils ne sont que des signaux permettant à ceux qui connaissent déjà les choses correspondantes de communiquer entre eux. Le verbe sans objet n'est que son de voix, flatus vocis, sans signification. Il ne devient véritablement mot porteur de signification que lorsqu'il est conjoint à une connaissance apportée, par les sens par exemple. Qu'en est-il alors lorsque les mots ne renvoient pas à des choses corporelles, mais à des représentations par nature abstraite? Le signe contiendrait-il alors l'idée et transporterait-il jusque dans l'interlocuteur son contenu? La réponse est bien évidemment négative. Il faut ici encore que les signes correspondent pour tous aux mêmes réalités abstraites pour que l'auditeur les reconnaisse et leur attribue une signification. L'analyse de la connaissance des choses et celle de la connaissance des idées conduisent à une même conclusion. Les signes qui servent à les désigner supposent une connaissance préalable.
des notions premières qui ne sont pas apportées par le signe, mais qui servent au contraire de référence à ce signe. On doit donc bien conclure que les signes n'apprennent rien. Si les mots en eux-mêmes sont nécessaires à l'enseignement, pourtant, ils n'enseignent aucun contenu. Ce paradoxe a une fonction préparatoire dans le dialogue. Il favorise la réception de la thèse du maître intérieur que vise à établir saint Augustin. Pour que le langage ait un sens, il faut qu'une lumière intérieure éclaire les objets de la connaissance abstraite auxquels renvoient les indicateurs que sont les mots, tout comme la lumière extérieure éclaire le regard et permet d'assigner aux signes linguistiques une connaissance correspondante matérielle. Cette analyse opère un changement de perspective. De la réflexion sur le langage, nous basculons alors dans une dimension métaphysique qui nous ouvre sur le principe de l'existence d'un maître intérieur, source de lumière et d'évidence, qui nous permet de donner une signification aux signes que profère le maître extérieur. En droit, l'élève ne peut se contenter d'admettre ce que dit le maître, car la nature même du signe le conduit à examiner en lui-même ce que dit le maître pour lui donner un sens. Le signe verbal renvoie ainsi à une connaissance dont l'objet et l'attribution de la vérité dépendent de ce maître intérieur. Si le maître extérieur peut être reconnu comme tel, c'est-à-dire comme une source de connaissance, une figure inspirante dans la relation pédagogique, c'est par la médiation d'un maître intérieur qui fonde une relation d'écoute bien spécifique entre l'élève et lui-même, associant ainsi une communication horizontale à une communication verticale, sans laquelle la première n'est pas possible. Si l'élève est inspiré au fond, c'est moins par l'action inspirante directe du maître que par sa capacité d'entrer en lien avec son maître intérieur, par son écoute inspirée, suscitée en premier lieu par la communication avec autrui. Alors, pour conclure, ce texte que j'ai découvert durant mes études supérieures ne cesse de nourrir ma posture d'enseignante. En effet, il m'offre les conditions d'une vigilance qui me permet de revenir à la conscience du rôle, à la fois nécessaire et bien limité de l'enseignant comme dispensateur de signes. Il me permet aussi de méditer sur la dimension inspirante de la figure de l'élève. En effet, l'enseignant risque toujours de se perdre dans l'activité de production de signes que représente le discours professoral et la prise de parole en général. Il est en effet facile d'oublier ce temps décisif de l'écoute relevant de l'activité propre de l'élève qui nous met en lien avec la signification sous l'éclairage qu'on pourrait considérer métaphorique ou symbolique du maître intérieur. En tout cas, il me permet de méditer ainsi sur la part d'écoute inspirée dans la parole inspirante et sur la dimension inspirante de l'élève que ne doit cesser d'incarner le maître extérieur. Je vous remercie.